Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est des amours qui sauvent et il est des amours qui dévorent. L'amour d'une mère pour son enfant est souvent célébré comme le plus pur, le plus inconditionnel qui soit. Une mère est celle qui protège, celle qui nourrit, celle qui se sacrifie. On dit souvent qu'une mère donnerait sa vie pour son enfant. C'est une belle phrase, n'est-ce pas? Une phrase de roman, une phrase qu'on grave sur les marbres funéraires. Mais jusqu'où cette phrase peut-elle aller dans la réalité? Jusqu'où le sacrifice peut-il aller avant de devenir une monstruosité? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous glacer le sang, non pas par la présence d'un tueur en série ou d'un monstre tapi dans l'ombre, mais par la cruauté ordinaire banale et pourtant absolue d'une fille envers celle qui lui a donné la vie. C'est l'histoire d'une inversion des lois de la nature. C'est l'histoire d'une femme Solange qui a accepté l'inacceptable par amour et qui s'est retrouvée prisonnière de son propre corps, transformée en objet, en instrument, en simple contenant. Imaginez une pièce au mur défraîchi où la peinture s'écaille par plaques révélant le béton gris et humide. L'odeur est âcre. Ça sent l'éther, le désinfectant bon marché et la peur. Nous ne sommes pas dans une maternité parisienne aseptisée avec des infirmières souriantes et des murs pastels. Non. Nous sommes dans une clinique clandestine, une de ces adresses que l'on se refile sous le manteau à la frontière belge ou dans une banlieue oubliée de Dieu. Au centre de la pièce, sous la lumière crue et vacillante d'un néon qui grésille, il y a une table d'examen. Et sur cette table, il y a Solange. Solange a 55 ans. À cet âge, une femme devrait commencer à penser à sa retraite, à ses loisirs, à la douceur de vivre. Mais Solange est en train d'accoucher. Son corps, marqué par le temps, est tordu par la douleur. La sueur colle ses cheveux gris à son front. Ses mains crispées griffent le cuir déchiré de la table. Elle hurle, mais c'est un hurlement étouffé, un râle de bête épuisée. Elle a l'impression que ses hanches vont se briser, que son cœur va exploser dans sa poitrine. Et à côté d'elle, qui lui tient la main, qui essuie son front, sa fille est là. Isabelle, 28 ans. Une beauté stupéfiante, irréelle. Isabelle est debout, mais elle ne regarde pas sa mère. Elle ne voit pas la souffrance. Elle tient un téléphone portable à bout de bras, un de ses modèles dernier cri, encerclé par une petite lumière ronde artificielle. Elle se filme. Elle a activé un filtre qui lisse sa peau, agrandit ses yeux et ajoute des paillettes virtuelles autour de son visage. D'une voix mielleuse, une voix de petite fille capricieuse qui contraste horriblement avec les cris de sa mère, elle murmure à son écran « Coucou mes chéris, je suis tellement émue, Baby est en train d'arriver, c'est le moment le plus magique de ma vie. Envoyez-moi de la force, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. » Pas un regard pour la femme qui est en train de se déchirer les entrailles à 1 mètre d'elle. Pas un geste de compassion. Juste la mise en scène narcissique d'un bonheur qu'elle ne ressent pas, puisqu'elle ne le vit pas dans sa chair. Solange, entre 2 contractions qui lui coupent le souffle, tourne la tête vers sa fille. Elle cherche un regard, un soutien. Mais elle ne voit que le dos d'un smartphone et le reflet d'une vanité sans limite. Comment en est-on arrivé à cette scène d'horreur moderne? Comment une mère peut-elle devenir l'esclave biologique de sa propre enfant? Pour comprendre ce naufrage, il faut remonter le temps. Il faut comprendre qui était Solange. Une femme simple, une femme de l'ombre. Elle avait élevé Isabelle seule, après le départ d'un mari fantôme. Solange avait travaillé toute sa vie. Secrétaire, puis aide-comptable. Elle avait compté chaque centime pour payer des cours de danse, des vêtements de marque, des écoles privées à sa fille unique. Isabelle était sa princesse, sa revanche sur une vie médiocre. Isabelle, elle avait grandi avec la certitude d'être exceptionnelle. Très tôt, sa beauté a été son passeport. Grande et lancée, une peau de porcelaine, une taille de guêpe. À 20 ans, elle montait à Paris. À 22 ans, elle signait ses premiers contrats. Elle était devenue mannequin lingerie. Son corps n'était plus seulement un corps,
C'était son capital, son entreprise, son fonds de commerce. Elle vivait pour le centimètre de tour de taille, pour le grain de peau, pour l'image glacée des magazines. Elle avait épousé un homme riche, un promoteur immobilier, qui voulait une femme trophée, et comme souvent dans ces histoires, une descendance. Il voulait un héritier. Mais Isabelle, elle ne voulait pas de la grossesse. La grossesse, c'est la déformation. C'est le ventre qui s'arrondit, la peau qui craque, les vergetures, les seins qui tombent. Pour Isabelle, c'était la fin de carrière assurée. C'était la petite mort sociale. Je me souviens du jour où le pacte faustien a été scellé. C'était un dimanche de novembre, dans le petit appartement de Solange. Isabelle pleurait. De vraies larmes peut-être. Ou des larmes de tragédienne. Maman, ma carrière est finie si je tombe enceinte. Je viens de signer avec cette grande marque italienne. Ils veulent une taille 34, pas 1 millimètre de plus. Mais Pierre veut un enfant. Il va me quitter si je ne lui en donne pas un. Je vais tout perdre. Solange, le cœur serré, a regardé sa fille. Elle a vu la détresse. Elle a vu la peur de la précarité, cette précarité que Solange avait combattue toute sa vie. « Mais qu'est-ce que je peux faire, ma chérie ?» a demandé la mère. Et Isabelle, avec une audace qui défie l'entendement, a posé sa main manucurée sur la main rugueuse de sa mère. « Toi, tu peux. Tu l'as déjà fait. Ton corps ne risque plus rien, maman. Tu es... Enfin, tu as passé l'âge de la séduction, non. Personne ne regardera ton ventre. Porte-le pour moi, s'il te plaît. C'est mon ovule, c'est le sperme de Pierre. C'est juste une location. Un petit nid pour 9 mois. » Le silence qui a suivi cette demande a dû être assourdissant. En France, la gestation pour autrui GPA est strictement interdite. C'est un délit. C'est une ligne rouge, éthique et légale. Mais Isabelle avait réponse à tout. Une clinique discrète à l'étranger pour l'implantation, puis une grossesse cachée en France. Personne ne saura. Je dirais que j'adopte ou que j'ai pris une mère porteuse aux États-Unis. Toi, tu iras te reposer à la campagne. Solange a dit oui. Pourquoi? Par bêtise, non. Par cet amour dévorant qui l'empêchait de refuser quoi que ce soit à sa fille. Elle s'est dit qu'elle allait sauver le mariage d'Isabelle, sauver sa carrière. Elle s'est sentie utile, importante à nouveau. Elle ne savait pas qu'elle signait là son arrêt de mort psychologique. L'implantation a eu lieu. Et le calvaire a commencé. Non pas un calvaire médical immédiat, mais un calvaire moral. Dès que le ventre de Solange a commencé à s'arrondir, Isabelle l'a caché. Elle a loué une maison isolée, une ferme rénovée mais sinistre, perdue au milieu des champs de betteraves de Picardie. Loin de Paris, loin des regards, loin des voisins curieux, Solange s'est retrouvée seule. Isabelle ne venait presque jamais. Elle était trop occupée par ses shootings, ses soirées mondaines, ses voyages à Dubaï ou à Milan. Solange vivait recluse comme une criminelle. La grossesse à 55 ans n'est pas une promenade de santé. C'est une épreuve violente pour l'organisme. Très vite, Solange a eu des œdèmes. Ses chevilles ont doublé de volume. Son dos la faisait souffrir le martyre. Elle avait des vertiges, des maux de tête violents, les signes avant-coureurs d'une prééclampsie, cette hypertension gravidique qui peut tuer la mère et l'enfant. Elle appelait sa fille. « Isabelle, je ne me sens pas bien. J'ai la tête qui tourne. Je crois qu'il faut que je voie un médecin. » Et qu'a fait Isabelle? Est-elle accourue? A-t-elle envoyé une ambulance? Non. Elle a envoyé des coursiers. Des paquets arrivaient par la poste. À l'intérieur, pas de médicaments, pour le cœur, pas de tensiomètre. Non. Il y avait des pots de crème anti-vergeture de luxe, des huiles essentielles pour l'élasticité de la peau. Et toujours ce message répété en boucle au téléphone d'une voix agacée « Maman, arrête de te plaindre. Mets bien la crème sur le ventre, 3 fois par jour. Je ne veux pas que le bébé ait une peau abîmée par tes tissus relâchés. Et surtout, mange sainement. Ne prends pas trop de gras, ça pourrait affecter le métabolisme de l'enfant. Pense au bébé, pas à tes petits bobos. Vous entendez? Pense au bébé. » Solange n'existait plus. Elle n'était plus une personne. Elle était devenue une couveuse biologique, un Tupperware humain. Isabelle ne demandait jamais
« Comment vas-tu, maman ?» Elle demandait « Comment va mon investissement ?» La déshumanisation était totale. Solange passait ses journées à regarder la pluie tomber sur les champs boueux, caressant ce ventre qui n'était pas le sien, parlant à cet enfant qui était son petit-fils, mais qu'elle portait comme un fils. La confusion mentale s'installait nourrie par la solitude et le mépris. Et puis le jour fatidique est arrivé, le terme. Isabelle avait organisé l'accouchement non pas à l'hôpital public, trop risqué, trop de questions administratives, trop de traces, mais dans cette clinique privée douteuse dont je vous parlais au début. Un médecin radié, payé une fortune en liquide, devait s'occuper de tout. Le travail a commencé. Long, douloureux. Le corps de Solange, épuisé par l'âge et l'hypertension, ne répondait pas comme celui d'une jeune femme. Le col ne s'ouvrait pas. La tension de Solange montait en flèche. 1810, 1911. Le médecin même véreux a commencé à paniquer. Le rythme cardiaque du bébé ralentit. La mère est en détresse hypertensive. Il faut faire une césarienne d'urgence maintenant ou on perd les deux. C'est à ce moment précis que l'horreur a atteint son paroxysme. Isabelle, qui était occupée à cadrer son visage pour sa story Instagram, s'est figée. Elle a regardé le médecin, puis elle a regardé le ventre de sa mère. Ce ventre tendu, énorme. « Une césarienne ?» a-t-elle demandé. « Oui, tout de suite. Je dois inciser verticalement. Pour aller vite, c'est une urgence vitale », a crié le médecin en préparant le bistouri. Isabelle s'est interposée. Littéralement. Elle a posé sa main sur le bras du médecin. Non, pas de cicatrice verticale. Vous êtes fou, c'est moche. Faites une incision bikini tout en bas invisible. Je ne veux pas voir une balafre énorme sur le ventre de ma mère quand je viendrai récupérer le bébé. Et puis, imaginez si le bébé est marqué. Faites attention à l'esthétique. Le temps s'est arrêté dans la salle d'opération. Même le médecin habitué aux compromissions a regardé cette jeune femme avec effarement. Solange, malgré la douleur qui la foudroyait, a tout entendu. Chaque mot. L'esthétique. Sa fille était prête à risquer sa vie à la laisser se vider de son sang ou faire un AVC pour éviter une cicatrice disgracieuse sur un corps qu'elle considérait déjà comme un déchet. Quelque chose s'est brisé en Solange. Ce n'était pas son corps qui lâchait, c'était son cœur de mère. Le voile de l'amour inconditionnel s'est déchiré brutalement. Elle a vu Isabelle telle qu'elle était vraiment un monstre d'égoïsme, un vampire affectif qui lui avait tout pris. Avec une force surhumaine, une force puisée dans la rage de la survie, Solange a arraché le masque à oxygène qu'on lui avait posé. Elle a saisi le poignet de sa fille, qui tenait encore le téléphone. Elle a serré fort, très fort. Ses ongles sont entrés dans la chair parfaite d'Isabelle. Isabelle a poussé un petit cri, plus de surprise que de douleur. « Aïe, maman, tu me fais mal !» Solange l'a regardé droit dans les yeux. Ce n'était plus le regard doux et soumis de la mère sacrifiée. C'était le regard d'une louve blessée à mort. « Je ne suis pas ta mère », a sifflé Solange d'une voix rauque. « Je ne suis plus ta mère. Je suis juste le sac poubelle dans lequel tu as jeté ton humanité. Mais le sac poubelle, il te regarde et il te maudit. » Puis elle s'est tournée vers le médecin. « Opérez, sauvez l'enfant et appelez la police. Ou je jure devant Dieu que je vous emporte tous avec moi en enfer. » Le médecin, terrifié par cette énergie désespérée, a opéré. Il a fait l'incision nécessaire. L'enfant est né. Un petit garçon hurlant de vie. Solange a fait une hémorragie massive. On a dû lui retirer l'utérus pour stopper le saignement. Elle a failli mourir 3 fois cette nuit-là sur la table d'opération. Mais elle s'est accrochée. Non pas pour Isabelle, mais pour l'enfant. Elle savait dans sa chair meurtrie que si elle mourait, cet enfant serait élevé par un monstre narcissique qui ne l'aimerait que comme un accessoire de mode. Le lendemain matin, la police est arrivée. C'est Solange, depuis son lit de réanimation, qui avait réussi à murmurer quelques mots à une infirmière bienveillante passée par là. Le scandale a été retentissant. Isabelle a été arrêtée dans le hall de la clinique alors qu'elle essayait de faire une photo du bébé avec une tenue de marque qu'elle avait apportée. Elle hurlait « C'est mon fils, c'est mon droit ». La justice française a été implacable.
La GPA clandestine, la mise en danger de la vie d'autrui, l'exercice illégal de la médecine pour le praticien. Tout a été déballé. La presse s'est emparée de l'affaire du bébé Instagram. La carrière d'Isabelle s'est effondrée en quelques heures. Ses sponsors l'ont lâchée. Son mari, découvrant l'ampleur du désastre et la cruauté de sa femme, a demandé le divorce et s'est retourné contre elle. Et Solange a survécu. Elle est mutilée. Elle porte une longue cicatrice verticale sur le ventre, une marque de guerre. Elle a perdu son utérus, mais elle a retrouvé sa dignité. Lors du procès, le juge a pris une décision rare. Compte tenu de l'instabilité psychologique avérée d'Isabelle et de l'incapacité du père à gérer seul la situation dans l'immédiat, la garde provisoire de l'enfant a été confiée à la grand-mère en attendant une solution pérenne. Aujourd'hui, Solange vit modestement. Elle n'a plus de contact avec sa fille qui purge une peine de prison avec sursis et une lourde amende. Isabelle est seule ruinée et vieillit prématurément sous le poids de l'amertume. Solange, elle pousse un landau dans le parc. Elle regarde son petit-fils grandir. Elle ne lui parle pas de beauté, ni de tour de taille, ni de like. Elle lui apprend à regarder les arbres, à écouter les oiseaux, à être gentil. Elle lui apprend que la vraie beauté est celle du cœur. Mais parfois la nuit, quand le petit dort, Solange passe sa main sur son ventre vide et cicatrisé. Elle pleure l'enfant qu'elle a eu autrefois, cette petite Isabelle, qu'elle aimait tant, et qui est morte bien avant de devenir adulte, tuée par le poison de la vanité. Cette histoire, mes amis, nous pose une question terrible que vaut une vie face à une image. Dans notre monde où l'apparence est reine, n'avons-nous pas perdu le sens sacré de la chair et du sang? Tu honoreras ton père et ta mère, dit le commandement. Mais qu'advient-il quand l'enfant se prend pour Dieu? Je vous laisse avec cette réflexion. Regardez vos proches. Aimez-les pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils vous apportent. Et souvenez-vous, un ventre de mère n'est pas un objet. C'est le berceau de l'humanité. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. À bientôt.